Et bonjour tout le monde, aujourd'hui on vous parle de Léo, un film d'animation sur Netflix avec un sphénodon et une tortue. Et oui, un sphénodon, ce n'est pas un lézard, c'est un sphénodon, j'ai eu cette info-là. Pour vous mettre un petit peu de contexte sur ce film, d'où il sort, comment il a été produit et comment il débarque chez nous. Euh, il faut savoir que c'est une production, donc une coproduction entre Netflix et la société d'Adam Sandler qui s'appelle Happy Madison Prod et qui produit, en tout cas depuis le lancement de Netflix, il y a un deal entre Adam Sandler et Netflix pour faire des films un peu à la chaîne avec sa boîte de prod. Et Adam Sandler, vous le connaissez peut-être pas en France d'ailleurs, mais aux États-Unis, c'est vraiment, en tout cas c'était à un moment la star comique la mieux payée d'Hollywood, et c'est vraiment une superstar aux États-Unis. Et les films qui sortent sur Netflix régulièrement font de très bonnes performances, principalement aux États-Unis. Et donc c'est pour ça qu'il a des projets qui lui sont commandés très régulièrement. Et là, il a décidé, après moult projets dans moult univers différents, de faire un film d'animation. Il est à la production, il est également co-scénariste du film, et c'est également lui qui va faire le doublage du personnage titre Léo, qui est donc non le lézard, mais le sphénodon. Côté réalisation, on a 3 personnes, je me suis un peu renseigné sur qui c'était parce que je ne connaissais pas du tout ces personnes. On a Robert Marianetti, qui a principalement été réalisateur au Saturday Night Live, notamment pour les éléments animés du Saturday Night Live. Alors moi je connais pas assez l'émission, mais apparemment il y a des inserts animés dedans. Et également, il a travaillé comme renfort sur Hotel Transylvanie 2. Pourquoi je le cite? Parce que Hotel Transylvanie, c'est une licence qui est aussi portée par Adam Sandler, qui fait la voix du personnage principal, Dracula. Ensuite, en deuxième co-réalisateur, nous avons Robert Smigel, qui lui est un scénariste du SNL, qui est plutôt un scénariste à ses côtés, parce qu'il a gagné plusieurs Emmy Awards en travaillant sur des sketchs du SNL. Il a également travaillé sur plusieurs comédies d'Adam Sandler, qui elles sont moins cotées, parce que bon, Adam Sandler a quand même fait un certain nombre de nanars patentés, et notamment il a travaillé sur Jack et Julie, horrible film d'Adam Sandler avec Gad Elmaleh, que je vous invite à voir parce que c'est absolument affreux. Et le troisième larron de la bande, c'est David Wartenheim, qui lui aussi a fait une longue carrière en passant par le SNL, mais plutôt dans l'animation et dans l'animation 2D. Et il a notamment travaillé, moi j'ai vu ça sur Courage le chien froussard, je sais pas si tu connais ça, Nam. Non, pas du tout. C'était Ah oui, alors Nam n'est pas en vidéo aujourd'hui, on a un petit souci de webcam, donc vous avez Nam Taro, son petit avatar, et comme il m'a dit tout à l'heure, not all pépé manga, donc soyez gentils avec sa pépé. Hein. Et en Froussard, vous regarderez, c'est très maudit c'est un dessin animé très maudit de la grande époque de Cartoon Network. Et il était également storyboarder, donc en fait on voit qu'à l'équipe de réalisation, finalement, on a un gars qui est plutôt doué dans la mise en scène, un gars qui est plutôt doué dans le scénario, et un gars qui est plutôt doué dans le storyboard, la préparation et la production, quoi. Donc ça fait un bon trio. Et je me suis aussi renseigné sur qui était le studio d'animation qui a travaillé derrière ce projet-là, parce qu'on connaît les grands studios DreamWorks, Pixar, Illumination, etc. Mais il y a aussi tout un tas de studios qui sont moins connus en tant que tels, mais qui développent des projets pour d'autres entreprises. J'en profite pour dire bonjour à Belette qui nous a rejoint. Et donc le studio d'animation qui est à l'origine du film Léo, c'est Animal Logic, qui apparemment, de ce que j'ai lu, a été racheté par Netflix. Et alors c'est un studio australien à la base, qui était spécialisé dans les effets spéciaux. Et notamment, ils ont fait les effets spéciaux. Alors leur premier projet c'était Babe, le cochon, si vous connaissez Babe. Et après ils ont travaillé sur des petits films tels que Matrix, Le Seigneur des Anneaux, ce genre de choses. Et c'était un des studios principaux d'effets spéciaux de la trilogie Matrix en fait. D'accord. Et ils ont switché vers l'animation avec un film, et c'est pas anodin, qui est Happy Feet. Alors pourquoi c'est pas du tout anodin? Parce qu'en fait, si vous connaissez bien Babe, vous savez qu'il y a eu Babe 2, Babe le cochon dans la ville, qui a été réalisé par George Miller. George Miller, réalisateur de Mad Max, on s'est demandé pourquoi il faisait un film pour enfants, mais il avait sûrement des gosses à ce moment-là. Et George Miller, après, s'est aussi lancé dans l'animation avec ce projet qui est Happy Feet. Et George Miller, il est australien, comme Animal Logic. Donc tout ça fait sens. Et ils ont fait le projet Happy Feet ensemble. Et Animal Logic a fait d'autres films par la suite, notamment ils ont fait le film de Zack Snyder, parce que Zack Snyder a fait un film d'animation, figurez-vous, qui s'appelle Le Royaume de Gaoul, qui est un film avec des espèces de chouettes dans un monde de fantasy, qui est assez chouette. Et Animal Logic, surtout, ils ont percé assez récemment, parce que c'est eux qui ont fait l'animation des films Lego, notamment La Grande Aventure Lego 1 et 2, Lego Ninjago et le Lego Batman, qui était quand même plutôt un cran en dessous en termes de qualité visuelle, en tout cas. Et donc, les voilà... arrivé sur notre fameux Léo. Voilà, donc c'était pour la mise en contexte.
Et bah écoute, je vais laisser Nam nous pitcher le film. Avant, je précise évidemment qu'on fait comme d'habitude des reviews avec spoiler, car on est obligé de parler des éléments concrets du film pour pouvoir faire une critique. Donc on va tout révéler. Donc n'hésitez pas à voir le film avant, ou peut-être que ça vous donnera ou pas envie de voir le film en fonction de notre critique. Nam, je te lance. Parle-nous de ce sphénodon et de cette tortue. Eh bien, ce sphénodon s'appelle Léo, la tortue s'appelle Squirtle, et ce sont des animaux d'une classe d'élémentaire. D'une classe élémentaire, hein, sinon on croit que c'est des élémentaires de feu, mais oui. Mais c'est pas des Pokémon, non. Non, non, c'est ça. Alors, même si Squirtle, ça vient de Carapuce, bien évidemment, mais oui, ils sont dans une classe de quoi? C'est à peu près CM2, c'est à peu près l'équivalent de ça, non? Oui, oui, c'est ça, parce qu'après, l'année d'après, ils vont au collège, je crois. Là, c'est les grands de l'année, donc C'est ça va ça. Je être crois qu'il y a. Alors, le justement, sixième il va. on a eu ce débat-là avec Geoffrey. Je crois qu'en fait, il y a un an de décalage avec la France, c'est qu'en fait, ils ont 13 ans. Donc, ils ont l'équivalent de l'âge des sixièmes, mais bon, c'est à peu près l'équivalent du CM2, quoi. Oui, c'est ça, donc c'est les sixièmes qui vont en cinquième, mais c'est à peu près le même genre de passage. Exactement. Et en fait, il y a l'institutrice qui est enceinte, du coup, elle va être remplacée par une mademoiselle Malkine qui fait peur et qui est Oui, vieille. elle a Et des méthodes un peu rétrogrades. oui, oui, c'est assez à l'ancienne avec elle. C'est ça. Et, euh, et du coup, elle dit aux élèves qui vont devoir emmener l'animal de compagnie de la classe chez eux, comme bah, ils faisaient à l'ancienne. Et du coup, Léo va être pris et il va entendre une conversation du père de famille disant que les arts comme lui, ils vivent 75 ans. Ce qui va profondément. Ça, c'est la gamine chez qui Léo Exactement, va, c'est pour ça que va je l'ai aller. mise. Et ce qui va profondément marquer Léo, parce que du coup, il va commencer à compter et il va découvrir qu'il a 74 ans et que Ouais. donc il a un an de la mort et que donc il va devoir s'enfuir pour vivre la vie dans la nature qu'il n'a jamais vécue. Pour essayer de. Voilà. Eh ben, très, très bon pitch de Nam, parce que c'est pas forcément évident à résumer. Il doit faire un peu sa bucket list. Et donc, on va avoir une mise en parallèle, effectivement, de ces jeunes. Bah, en fait, c'est des préados, mais du coup, ils quittent l'enfance. Et lui, bah, il est dans la vieillesse, donc bientôt, il quitte C'est la ça. vie. Et donc, voilà, c'est une histoire de passage et d'acceptation de vieillir, quoi, d'une certaine manière. Bah, en C'est un fait, peu le il y a sujet du film. ça et il y a comment? Parce que bon, il y a l'histoire de Léo, mais t'as aussi les histoires des enfants. Et d'ailleurs, le film commence sur l'histoire des enfants et pas Oui. Léo. D'ailleurs, je sais pas si t'as fait cet effet, mais moi, le film au début me fait assez peur parce que ça chante et Oui, tous les alors enfants voilà, oui. chantent Alors que déjà, j'entends. adressons l'éléphant dans la pièce. Effectivement, Léo est un film d'animation musical. Oui, Et je lisais dans une critique, il rejoint la longue liste des films d'animation musicaux qui se cachent d'être musicaux dans leur bande-annonce. C'est-à-dire que les oui. films musicaux, c'est plus vraiment la mode. Et effectivement, dès que ça commence à chanter. Et je sais pas. Alors Geoffrey dit quelle horreur les chansons. C'est vrai que bon, alors moi je savais pour le coup que c'était un film musical puisque j'avais regardé avant. Donc j'ai pas été choqué. Mais j'ai quand même été surpris du coup que ce soit des enfants de classe de cet âge-là, avec un contexte de film musical qui est plutôt un contexte finalement qu'on trouve dans des films plus pour des plus jeunes enfants, quoi, pour des 6 7 8 ans, quoi. Mm. Euh, et bah, je pense qu'on reparlera d'ailleurs de l'aspect musical euh, qui est assez important dans le film. Je- donc ça, c'est la fameuse institutrice Madame Salinas, qui est très gentille et très parfaite. D'ailleurs, Léo et son ami Squirtle, donc ça fait quand même des années qu'ils sont dans la même classe et qu'ils voient les enseignants et les élèves passer et se succéder d'année en année. Et ils adorent Madame Salinas qui va malheureusement partir. Et si j'ai mis cette image-là, c'est parce que dans ses mains, elle tient. Euh, alors, en français, c'est Le Petit Monde de Charlotte, je crois, qui est un classique de la littérature jeunesse aux États-Unis. C'est l'histoire d'amitié entre un cochon et une petite araignée. Il y a eu un film d'animation et il y a eu aussi un film live action au début des années 2000, je dirais, enfin dans ces eaux-là, qui est plutôt pas mal d'ailleurs. Et en fait, le film va un peu se positionner pour moi en contrepoint d'une histoire comme Le Petit Monde de Charlotte, qui est une histoire encore un petit peu pour les enfants, mais aussi de passage à l'âge adulte, avec un ton beaucoup plus irrévérencieux, on va dire ça. Aussi, Oui. on retrouve un petit peu la patte d'Adam Sandler dans ce ton. Je sais pas ce que t'en as pensé, Nam, toi.
Oui, oui, bon, on sent quand même le côté comique américain qui ressort, que ce soit dans la mise en scène, dans les blagues. Il y a beaucoup de gags qui étaient vraiment des gags visuels de Ouais. cinéma, ce qu'on n'a pas forcément dans les comédies. Donc tu sens voilà, que c'est quelqu'un. Voilà, il y a au moins une des personnes en effet qui s'y connaissait là-dedans. Et premier exemple de gag de Ouh là cinéma, là, c'est que voilà, je te laisse dire ce que c'est, hein. Quel est c'est cet ordre de incroyable. zombies déchaînés? Bah, c'est les maternelles. Voilà. Et les maternelles, alors c'est très marrant, ils ont été représentés comme ça avec des grosses têtes. Ils ressemblent à des petits ballons. Et tout de suite, ça permet de parler de l'aspect un petit peu visuel du film. C'est-à-dire que le film, quand même, vous l'avez vu sur les images précédentes, hein, je remets. Là, on a l'impression d'être un peu dans quelque chose. C'est assez banal, quoi, comme direction artistique vue de là. C'est même Ils si sont on voit tellement que technique, iconiques, ouais. C'est voilà, incroyable les maternelles. techniquement, c'est plutôt au point. En tout cas, on voit que c'est plutôt pas mal. Mais en tout cas, c'est assez. La direction artistique, disons, n'a pas une personnalité transcendante. Mais on va avoir dans le film comme ça, effectivement, tout un tas de gags visuels qui vont venir un petit peu disrupter cet univers bien calme et bien poli. Avec notamment ces petits maternels qui sont des espèces de zombies qui hurlent partout et qui sont très drôles. Et aussi sur la gauche, vous voyez un drone qui porte un extincteur. Et en fait, il y a un des enfants de la classe qui est un peu surprotégé par l'un des drones, quoi. Oui. Par ce petit drone en tout cas, qui va être un des Le- personnages du film. la relation entre l'enfant et le drone est très drôle d'ailleurs. Exactement. Ouais. Alors effectivement, ce qu'on n'a pas dit, donc du coup, c'est que donc les enfants à tour de rôle vont emmener Léo chez eux à domicile, et Léo donc ça c'est la méchante Madame Malkin, la nouvelle. Geoffrey m'a dit, elle est Josiane Balasco codide, hein. C'est assez vrai. C'est Euh, vrai. et donc voilà, donc Léo se retrouve chez les enfants, et en fait Léo, comme tous les animaux, a la capacité de parler, sauf qu'en fait les animaux, c'est comme dans Toy Story, ils ne parlent pas en présence des humains, mais Léo va parler aux enfants, et en fait il va devenir un petit peu leur sorte de d'Obi-Wan Kenobi, quoi, un peu leur mentor pour les aider dans les problèmes qu'ils traversent, quoi, d'une certaine manière. Et être Oui, surtout c'est à leur ça, c'est écoute, le quoi. vieux, c'est le vieux sage des films qui va donner des conseils. Surtout que des enfants de cet âge-là, en fait, bah, ça fait 74 ans qu'il en a vu, donc il les connaît par cœur. Il est devenu expert en pédagogie. C'est ça. Et mais par contre, bon, alors, quand même, alors vite fait, cette histoire-là dans cet univers, les animaux, tous les animaux parlent et donc sont conscients, sauf qu'ils parlent pas aux humains. Faut pas y réfléchir trop longtemps parce que Oui, oui, oui. Faut accepter le fait qui nous est proposé par le film, quoi. voilà. C'est-à-dire, c'est comme ça. Ne vous posez pas plus de questions. Euh, Dites-vous éventuellement, c'est métaphorique, en fait. Vous vous dites qu'en fait, les enfants. Alors, si on était dans un monde réel et que c'était une métaphore, par exemple, on pourrait dire les enfants parlent aux lézards, et en fait, en parlant aux lézards, c'est un petit peu comme si eux-mêmes se posaient des questions et se faisaient un petit peu une autothérapie, mais peut-être que le lézard, dans le vrai monde, ne leur répondrait pas. Par contre, dans la diégèse du film, les animaux parlent, voilà. C'est comme ça. Oui. D'ailleurs, les Euh, enfants parlent aux lézards, mais la vieille aussi. oui, oui, ah oui, 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 tout le monde peut parler aux animaux. Tout le monde peut, oui, 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 parce Oui, que mais la elle, vieille aussi elle va est avoir esseulée il y a aussi, donc la beaucoup, métaphore marche quand même, éventuellement. il y a beaucoup de personnages qui ont leur arc quand même dans ce film. Oui, puisqu'effectivement, donc là on était chez le premier enfant, là on est chez le deuxième, donc la première, je sais plus très trop quel était son problème. Le deuxième, c'est Elle qu'il parle est trop. Elle surprotégé. n'arrive pas à se faire d'amis parce qu'elle parle trop. Ah oui, elle parle trop, elle arrive pas à se faire d'amis. Alors autant vous dire que du coup, les problèmes des enfants et la manière dont ils sont réglés, ça reste très classique. Ça se règle en chanson. Voilà, et ça se règle en chanson. Et ce sont des leçons de vie, somme toute, quand même assez. Bon, c'est assez banal, quoi. Il y a pas une recherche. Il va y avoir les parents qui divorcent, ce genre de trucs. Et on va pas passer à tour de rôle sur tous les enfants. On va en faire trois au début. Et après, ça va être plus résumé, on va dire. Oui, Il oui. va y avoir un On n'a pas mashup pour besoin les derniers. d'avoir tous les problèmes de tout ça. Après, il y en a certains, t'as pas besoin. T'as comment? T'as juste besoin d'être cité, même pour la blague. Mm, mm. Comme celui-là qui a une voix très aiguë. Ah oui, oui, il y en a un, oui, effectivement. Un des calls, parce qu'ils s'appellent tous calls dans la classe. Il y a une épidémie de calls. Oui. Et donc, un des calls, effectivement, cache sa voix qui est très aiguë et il fait une voix de bonhomme. Alors que pas du tout. Alors, je parlais de gag visuel tout à l'heure. Donc là, vous voyez qu'il y a Léo qui est à gauche sur l'image dans sa petite boîte. Et au-dessus, vous voyez la photo de famille du petit garçon avec le drone qui est déjà présent, quoi. C'est vraiment ce genre de gag qu'on va avoir. Et je sais pas ce que tu en as pensé, mais pour moi, bon, la force du film, c'est pas tellement les numéros musicaux ou les histoires qui sont finalement bien gentilles et bien familiales, mais c'est vraiment les gags visuels qui, pour moi, sont très réussis. Je sais pas ce que tu en as pensé, toi, même. Ah oui, oui, bah c'est vraiment ça qui m'a poussé à voir le film jusqu'à la fin. Parce que c'est vrai que bon,
comment? Bah, c'est quand même du film très familial, même s'il y a certaines blagues Ouais, qui sont quand même plus pour les adultes. ça fait des sous-entendus graveleux, Oui. effectivement. Après, moi, je pense que le film, quand même, rate un peu sa cible parfois, c'est-à-dire que les blagues un peu sous-entendues graveleux, effectivement, ça se destine à un public, à des CM2, quoi, à des 12-13 ans, ça les fera rire. Mais pour des plus petits, je pense que ça marche pas trop. Alors que le côté vraiment très numéros musicaux, on est en train de grandir, ça fait un peu gamin quand même. Donc pour le côté musical et aussi pour le côté visuel, donc vous allez voir, pour le côté musical, donc on a toujours des espèces de mise en scène qui vont venir un petit peu changer l'aspect visuel du film, ou en tout cas la dynamique du film. Euh, C'est intéressant. voilà, ce qui est plutôt... en tout cas, même dans les numéros musicaux, il y a quand même des efforts de mise en scène qui sont faits. Aussi, ce qu'il faut dire, c'est que sur les numéros musicaux, la problématique qu'il y a, c'est que c'est quand même des comédies musicales très à l'américaine. Je m'explique. C'est que... ah, attends, il y a une question de Bolette. Je prends la Le question drone de Bolette. était présent dans la photo de famille. Oui, précédemment, je te montre. Si tu regardes là sur la gauche, tu les vois, ils sont tous les trois. Et au-dessus, il y a Ah le oui, il y petit a le drone drone qu'on voit au-dessus, au-dessus. on voit son œil. Ce qui C'est est assez marrant. littéralement Big Brother. Donc, je disais, les comédies musicales à l'américaine, euh, par exemple les comédies musicales à Broadway, c'est vrai qu'en Europe, on a quand même une culture de la comédie musicale où ça chante pendant les numéros et en général ça parle le reste du temps, avec peut-être le delta sur les parapluies de Cherbourg par exemple, où ça chante tout le temps. Mm. Et aux États-Unis, typiquement, c'est même comme dans Glee, c'est que ça se met à chanter un peu n'importe quand et ça chante un petit peu tout le temps et les dialogues passent souvent par la chanson. Si jamais vous êtes adulte et que vous regardez le film en tant qu'adulte, moi je vous conseillerais de regarder les chansons en VO parce que je les ai réécoutées pour voir un petit peu la différence. J'ai regardé les versions, j'ai regardé en VO et après j'ai regardé en VF pour voir ce que ça donnait les traductions. Et en VO, ça marche mieux, les punchlines marchent mieux, c'est un peu plus dynamique et les voix fit plus. Après, en français, le travail de traduction qui a été fait est assez honorable, même si forcément il y a quelques blagues qui passent à l'as. Et même de manière générale, dans le film, il y a quelques références, notamment au moment où je crois qu'ils font référence à un joueur de baseball ou de foot américain. Bon, la blague passe pas trop en français si on n'a pas la ref, mais c'est pas très très grave parce que pour moi, le ressort humoristique principal, c'est quand même les gags visuels, quoi. Ah oui, oui. Et d'ailleurs, bah, le drone dont on parle est un très bon personnage Ouais, de gag visuel, qui a, euh, qui a pas mal de petits moments aussi à lui, voilà, ces petites scènes. ouais, ouais, c'est vraiment un personnage qui est important dans le film et qui est très humanisé d'une certaine manière. Donc, il lui donne tout un tas d'émotions, il le déguise, il lui rajoute des trucs dessus. J'ai pas mis trop d'images volontairement si vous regardez le film plus tard, mais vous verrez vraiment, c'est très marrant. Et la manière dont il est fait est vraiment. C'est de la bonne animation, quoi, tout simplement. Ah oui, oui. Et ils arrivent à, bah c'est ça, en plus, à donner des émotions à un truc qui a une apparence extrêmement froide Hmm. de base. En parlant de bonne animation, je fais quand même. Alors, j'ai pris quand même cette capture d'écran qui illustre les moments où le film flotte un petit peu, selon moi, du point de vue visuel. Là, donc, on est avec le troisième enfant, c'est la petite fille riche, pourri gâtée, qui a sa fête d'anniversaire de luxe. Et là, on voit que quand même visuellement, on sent que c'est moins bien, quoi. Enfin, je sais pas ce que tu en penses, mais là, le plan pète moins. Et surtout, l'éclairage. L'éclairage est assez dégueulasse dans cette scène-là. Vraiment, c'est vraiment pas très beau. On se croirait dans les films un peu maudits du début des années 2000, genre la véritable histoire du petit chaperon rouge ou ce genre de choses. Donc voilà, il y a quand même, on sent quand même que techniquement, parfois c'est un petit peu moins bien. Même si le film a, j'ai dit, il a une DA un peu basique de base et il arrive à ajouter de la fantaisie. Aussi techniquement, il est quand même globalement bon, mais par moments il y a quelques plans, quelques scènes qui sont un peu en dessous, en tout cas selon moi. Oui, oui, bah, après, là, cette scène-là en particulier, c'était plutôt en plus une scène de, comment, De chaos. importante, mais pour l'étape, Ouais. enfin, pour passer une étape dans le film narrativement. Mais c'est vrai que en fait, dans ce passage-là, la scène où il y a eu des idées, c'était le passage qui était juste avant où t'as le père qui se met à chanter parce que sa fille a eu du temps en plus, Hmm. où il est avec, à part un espèce de gros gala avec des horloges sur pattes, Ouais. qui en plus il paye pas apparemment. Oui, ça c'est très marrant dans le film. Effectivement, il fait tout un numéro de danse avec des horloges, puisque lui, je crois qu'il est médecin et donc du coup, il est toujours pressé par le temps. Il a toujours cette problématique-là. Donc ça rappelle un peu des motifs qu'on a pu voir, je sais pas, dans des Alice au pays des merveilles avec les horloges ou ce genre de trucs. Et c'est des horloges avec des pieds qui font des numéros de claquettes. Et on se dit, mais c'est qui ces horloges? Et apparemment, ces horloges vivent dans le monde du film tout à fait normalement.
Et moi j'aime bien quand le film part un peu en cacahuète à ces moments-là. Et moi je me demande si Adam Sandler a pas ramené des trucs comme ça au scénario de Hotel Transylvanie. Parce que pour moi, Hotel Transylvanie, c'est vraiment, je trouve, une série vraiment très très drôle. Euh, Et il faudrait et que je les vois, donc. ouais, bah je te les recommande parce que c'est vraiment de l'humour un peu absurde comme ça. Et en tout cas, les trois premiers, j'ai pas vu le quatrième qui est peut-être un petit peu en dessous. Mais les trois premiers sont vraiment de très bonne tenue et très drôles avec des gags très visuels comme ça. Et moi je pense que. Donc je crois que c'est fait par. Attends, je vais retrouver le nom du réal d'Hotel Transylvanie. Mais c'est un mec de Nickelodeon bien connu. Euh, Genndy Tartakovsky. Je Ah, crois c'est qu'il le a mec fait de voilà, Primal. le laboratoire de Dexter, tout ce genre de trucs. C'est le gars qui a fait Primal aussi, c'est ça? Oui, 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 c'est le gars qui a fait Primal et qui avait fait la série Star Wars Clone Wars en 2D, pas celle en 3D. Oui, d'accord, oui. Donc qui Oui, avait un en style effet, très oui. affirmé. Et là, le film va un peu, à mon avis, braconner sur cette ère pour ramener des gags un peu plus absurdes. En tout cas, une forme d'humour un peu plus absurde et un peu plus aussi sophistiqué. Je pense qu'en fait, peut-être que le scénario de base, c'est vraiment la comédie familiale très peu sophistiquée, mais par moments, le film quand même arrive à tirer à lui des moments Mm. beaucoup plus fins, que ce soit en termes d'écriture, en termes de visuel ou en termes de mise en scène. Ensuite, qu'est-ce que j'avais mis? Alors ensuite, à la suite de ces événements-là, donc en fait les enfants essaient de participer à un concours qu'ils vont gagner. Ils vont le gagner grâce à la confiance en eux que Léo leur a donnée. Mais la méchante Madame Raskin Mademoiselle Raskin d'ailleurs je crois, Oui. va s'approprier tous les mérites d'avoir donné confiance aux enfants. Et Léo va pouvoir accomplir son rêve parce qu'elle décide de s'en débarrasser et elle l'emmène aux Everglades. Et voilà la première scène des Everglades. Oui. Pauvre Léo. Pauvre Léo Et, face. euh, et du coup, on découvre à ce moment-là que Léo fait partie de ces espèces d'animaux qui font les morts quand ils se sentent en Voilà. danger. Il freeze Ce qui effectivement. Et pousse d'ailleurs, Léo à faire le mort genre pendant 5 heures d'affilée. exactement, donc j'ai une petite animation. Sauf que tous les animaux autour de lui sont très gênés qu'il fasse le mort. Parce qu'en fait, on lui a raconté plein de trucs sur la vie sauvage. Mais la vie sauvage n'est pas aussi dangereuse qu'il le croit. Et tous les autres animaux lui disent: mais là, t'es gênant, mon gars, reprends-toi, hein, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'avais mis d'autre comme image? Ah, une image très maudite. euh, où, Ah oui, oula, oui. oui, voilà, je me suis dit, pour Less Than a Perfect Shot, c'était vraiment parfait. Je sais pas si vous connaissez ce compte Twitter. Il y a un compte Twitter, c'était Perfect Shot, et donc c'était les plus beaux plans du cinéma. Et il y avait Less Than Perfect Shot, et c'était pour des plans vraiment un peu maudits. Et voilà, je trouve que ce plan, vraiment, ils auraient pu s'en abstenir. C'est quand Madame Ruskin est dans le bus et finalement décide d'aller sauver Léo avec les enfants. Et donc elle voit des Léos partout à la place de leur tête. Moi, ça me terrifie. Ce plan n'était vraiment pas indispensable. Voilà, c'est tout ce que Moi, j'ai à ça dire. m'a beaucoup rappelé, parce que dans Peacemaker, non pas Peacemaker, Suicide Squad de James Gunn, Ouais, en moi, ils font cette même blague avec un personnage qui voit la tête de sa mère sur le corps ah oui, de tous les autres. effectivement, oui. Oui, bah, beaucoup plus marrant chez James Gunn, ma foi. Mm. En plus, là, ça fait Voilà, vraiment en plus. En plus- si tu remets l'image juste avant, oui, euh, ça, ça fait vraiment mauvais photomontage en plus. oui, C'est oui, assez c'est. moche. Non, ça apparaît en transition, je me suis dit vraiment le plan est tellement moche qu'il faut que je le mette. Ce plan-là que j'ai gardé aussi parce que je me suis dit, est-ce que c'est une ref au film Hérédité? Ça, c'est ma question. Ou, Ah, c'est possible. je me suis dit, est-ce que c'est une ref cachée? Et je me suis dit, si c'est une ref cachée, c'est vraiment hilarant. Euh, voilà, sachez que Mademoiselle Ruskin va aller très bien, contrairement à la scène à laquelle je fais référence dans Hérédité. Oui. Euh, et donc nous arrivons à la fin du film où Madame Ruskin, finalement réconciliée avec tout le monde, va lire La fin du petit monde de Charlotte, qui est notoirement connue pour être extrêmement triste. Puisqu'effectivement, je crois que, alors je sais plus, je vous spoil pas, mais en gros, je crois que l'araignée a une espérance de vie très courte et donc je crois qu'elle meurt à la fin ou c'est un truc dans ce genre-là. Je me rappelle plus très bien. Oh. Et donc il y a tout un message dans le film qui est sur euh, bah voilà, ça c'est ce que je trouve quand même agréable, même si je trouve que le propos est assez basique. Je trouve que quand même c'est un film qui est assez vitaliste dans le sens où ça dit bah on vieillit, on grandit, mais tant qu'il y a de la vie, et bah autant en profiter et autant vivre des moments heureux ensemble quoi. Alors c'est simple, c'est basique, mais ça fait pas de mal dans un monde qui est quand même un petit peu maussade. Oui, après, il y a aussi un côté un petit peu. Comment? Tu te sens pas bien dans ta vie, est-ce qu'il faut pas aussi avoir une petite réflexion sur toi, changer ton comportement
Exactement, et d'ailleurs même les... Alors moi je me disais, mais quand même des fois, les leçons du sphénodon et de la tortue sont parfois un peu discutables, et même eux, en fait, à la fin tu te rends compte qu'ils se sont remis en question par rapport à des opinions qu'ils pouvaient avoir, notamment, ils disent aux enfants, non, non, faut jamais pleurer, pleurer c'est pour les mauviettes, puis à la fin, finalement, eux-mêmes, ils changent d'avis, quoi. Oui, bah après, il y a un côté aussi, ça reste des vieux, hein. Hum, hum. C'est littéralement les deux vieux du Muppet Show Oui, c'est ça, qui ont ouais, fait ils ça font des pendant commentaires. 70 ans. Hum, hum. Euh, voilà, ce qu'il y avait à dire sur Léo, qui était donc plutôt une agréable surprise, parce que pour moi, ça reste dans le panier. Tu vois, si on fait, surtout cette année, vraiment l'animation, c'est incroyable. Il y a des trucs vraiment de partout, que ce soit en Mm. série, en film. Vraiment, on se régale. Bon, là, on est un petit peu dans le deuxième panier, mais on n'est pas dans le mauvais panier, quoi. Ça reste un divertissement honorable pour moi. Oui, et puis il y a des petites surprises dans le film, il y a quand même des éléments qui te donnent envie de continuer à voir ce que le film va proposer. On est certes sur, comme tu disais, sur un scénario qui est très basique, Mm, mm. mais le film se permet quand même d'avoir des bonnes idées, et pour ça, c'est plutôt cool. Et puis, bon, évidemment, on vous met quand même un disclaimer, faut tolérer les moments musicaux. Moi, Oui, personnellement, ça me dérange pas, mais je sais qu'il y a des personnes qui sont vraiment allergiques à ça, quoi. Et je peux d'ailleurs comprendre. la musique, parce qu'on Oui, parlait tout à l'heure de la première chanson, qui moi m'avait fait très peur. J'ai eu j'ai eu des PTSD des parapluies de Cherbourg d'un coup. ouais. Mais en fait, c'est là aussi, c'est comment la musique est plutôt composée de manière intéressante. Mm, C'est que en fait, chaque enfant a certes sa chanson au début, qui donne le côté parapluie de Cherbourg, mais après, dans le film, leurs thèmes musicaux sont repris ouais, et vont pouvoir évoluer en même temps qu'eux. Et donc, du coup, voilà. Donc, c'est un peu rude au début, oui. mais après, dans la construction du film, c'est logique. Mais comme tu dis, effectivement, ça aide aussi un petit peu caractériser leur personnalité. Puis, pour moi, il y en a pas énormément, quoi. Il y en a peut-être 5 ou 6, et à chaque fois, c'est Mm. entre 1 et 2 minutes. Pour moi, c'est pas si envahissant que ça. Voilà, donc si vous avez encore votre âme d'enfant, eh bien, ma foi, je pense que ça peut vous plaire, comme c'est notre cas avec Nam. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose? Moi, de mon côté, je regarde mes petites notes, mais je pense que j'ai dit tout ce que je voulais dire. Non, j'ai pas d'autres idées. Voilà, ah si, j'ai noté un dernier petit truc, c'est que moi, il y a un truc quand même qui me plaît bien dans l'univers des productions d'Adam Sandler, quelle que soit leur qualité, c'est que c'est des films qui sont pas tellement faits pour plaire, pas tellement polissés pour plaire à un public international. Et moi, je trouve qu'il y a une vraie identité américaine dans ces productions. Et moi, je n'aime jamais autant le cinéma américain que quand vraiment c'est très américain. Et que ça a une espèce de singularité dans ce que ça propose, et une façon de ne pas s'excuser parfois, effectivement, de faire des références qu'on va pas comprendre, ou de mettre en scène des lieux ou des choses qui sont vraiment typiquement américains. Et donc ça, c'est aussi un truc qui m'a plutôt plu dans le film, même si pour certains ça pourrait être au détriment parce que ça rend le film peut-être un petit peu moins accessible, quoi. Voilà. Bah du coup, est-ce qu'on passe à nos traditionnelles et tant attendues recommandations? Bah, allez. C'est toi qui commence ou c'est moi? Si tu l'as déjà, c'est Euh, toi. Bah, je l'ai déjà, en effet. Je peux Ah essayer bah de t'en vas-y, let's chercher. go. Alors, du coup, je pourrais pas vous montrer la jaquette, Ouais. mais je l'ai en physique et j'en suis très fier. C'était un film d'animation Netflix également sur un passage de l'âge adulte, mais pas que. Et c'était les Mitchells contre les machines, des studios d'animation Sony, Ouais. euh, voilà, qui est vachement bien, qui a énormément d'idées visuelles, qui est très bien écrit. Il y a des chansons aussi, malheureusement. Hmm. Euh, et, et au Voilà, début, tu peux dire c'est que très c'est bien un comme peu un histoire. film un peu boomer, anti-technologie, et au final, il y a beaucoup plus de poésie que ça dans le film. Et visuellement aussi, je trouvais que ça, Mm. c'est le premier film qui, disons, reprenait un petit peu la formule Spider-Man, Spider-Verse, avec des effets d'animation beaucoup plus bah, comme on aime actuellement, quoi. Oui, mais après, en même temps, c'est les mêmes studios. Ah bah voilà, bah, ceci explique cela. Alors, je n'avais pas l'info, mais... Donc, Les Mitchell contre les machines, un film très sympa, et également dispo sur Netflix, effectivement. Oui, Moi, de mon côté, alors je vous ai déjà recommandé, encore une fois, je vais faire 2 recommandations parce que je ne sais pas m'arrêter, mais oh j'ai là là. repensé à Hôtel Transylvanie, donc je vous recommande Hôtel Transylvanie, mais surtout le troisième épisode où ils partent en croisière. Et moi, je trouve que c'est un des plus drôles de la série, un des plus légers, et en termes de gags visuels, je le trouve vraiment incroyable et très très beau.
Et on pourrait se dire, et je recommande celui-là parce qu'on pourrait se dire, Hôtel Transylvanie 3, vraiment, le troisième, ça va être un peu nul. Et ben non, le troisième est vachement bien, donc je vous le recommande. Et le deuxième que je vais vous recommander, c'est plus, alors c'est sur la thématique de un enfant qui grandit et qui apprend des leçons au contact des animaux. Et c'est un film d'animation qui est sorti dans les années 2000. Alors je revérifie ça parce qu'il faut que je fact-check un peu de qui c'est. Mais c'est Lucas Fourmi malgré lui. Je sais pas si tu connais ce film-là, Nam. Non, ça me dit rien. Donc c'est 2006. Le réalisateur c'est John A. Davis. Et John A. Davis, si je ne dis pas de bêtises, voilà, c'est bien ça. Il est connu parce que c'est lui qui faisait la série Jimmy Neutron, pour ceux qui connaissent. Et il a un style visuel qui est très différent des autres. Il a une vraie patte qu'on peut détester, on peut trouver ça un peu maudit comme design et tout, mais moi je trouve ça plutôt sympa. Et donc dans Lucas Fourmi malgré lui, c'est un petit garçon qui se fait un peu bully par les autres enfants de sa classe, et lui passe ses nerfs sur les fourmis à son tour, et à un moment il va être transformé en fourmi, et au contact des fourmis, il va apprendre des leçons de vie. Et le monde des fourmis, c'est un petit peu un monde comme un monde d'heroic fantasy, quoi, avec des grandes bagarres avec les autres insectes, et moi j'ai trouvé ça super bien. Je sais que c'est un film qui est pas adoré, mais moi je le trouve vraiment différent des autres en tout cas. Et aussi c'est un film, juste pour l'anecdote, qui est un des premiers films où le doublage français était fait par un talent cast, c'est-à-dire c'était pas des doubleurs professionnels, mais c'était des acteurs connus. Et donc il y avait Alexandra Lamy, Bruno Salomon, Nathalie Baye, Florence Foresti. Et à l'époque ça avait fait scandale effectivement, parce que bah voilà, on volait le pain de la bouche des doubleurs professionnels, quoi. C'est peut-être pour ça que je l'avais pas vu à l'époque. C'est possible, ça avait fait polémique. Après, ça reste, pour moi, ça reste un film très sympathique et surtout très différent de la production un peu triple A. On dit pas triple A, ça c'est dans les jeux vidéo. On dit blockbuster, de la production blockbuster dans l'animation. Ça avait fait un four, je crois, à l'époque, ça avait pas très bien marché. Mais en tout cas, c'est Marocco. Voilà. Et bah voilà. Et ben voilà, merci de nous avoir suivis encore une fois dans nos aventures. Salut White Fangs, bon t'arrives pour la fin. Alors justement j'allais parler, il y a le replay qui va arriver sur YouTube, donc on remet la vidéo comme d'habitude. Si vous regardez sur YouTube, merci d'être arrivé jusque là, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner. Et donc du coup, bah voilà, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Nous ça nous fait plaisir, et puis on essaie quand même de parler de films qui sont pas trop chroniqués par ailleurs. Voilà. Du coup, est-ce qu'on annonce, Nam, ce qu'on fait comme prochain film? On fait ça aussi d'habitude. Bah oui, comme ça, si les gens veulent les voir Alors aussi, déjà, on lance un nouveau format, probablement dimanche. Et en fait, dans ce nouveau format, on va pas vous parler d'actualité, enfin, on va vous parler un petit peu d'actualité streaming, mais on va vous parler de vieux films. Et en fait, on va vous parler de films un petit peu plus des pépites cachées à découvrir et qui sont disponibles sur des plateformes gratuites et légales. Donc par exemple, là, les films qu'on va faire dimanche, je vous spoil pas ce que c'est, mais on peut spoiler ceci. On pourrait dire les films en avance si les gens veulent les voir. On va carrément spoiler. Donc on va regarder sur arte.tv, on va regarder Les Lèvres Rouges et on va regarder Bonjour de Yasujiro Ozu. Donc deux films différents. Les Lèvres Rouges, je connais pas le nom du réalisateur, mais je vais découvrir. Et on sera avec Lila pour présenter tout ça. Est-ce qu'on fait des séries aussi? Peut-être qu'on en fera. Le problème, c'est avoir le temps de les regarder. S'il y a des mini-séries, peut-être qu'avec Nam... en tout cas, on a déjà évoqué l'idée. Et donc voilà, on vous fait un rendez-vous découverte de pépites. Et en plus, ce qu'on se dit, c'est vraiment... ces pépites-là, elles seront accessibles gratuitement et tout de suite. Et donc du coup, ce sera vraiment facile pour les gens qui veulent suivre de regarder les films à l'avance ou de les suivre. Je ferai peut-être une annonce d'ailleurs sur Twitter ou sur les réseaux sociaux pour dire qu'on va parler de ça, quoi. Voilà, et alors en VOD, alors la prochaine en VOD, ce sera sur Net... alors on sait pas... Si, ce sera sur Amazon Prime. Et comme on vous a dit, on a envie de faire des films pourris. Pour l'instant, on a des films plutôt bons. Et ce sera Freelance, une comédie d'action avec John Cena. Donc on croise les doigts pour que ce soit pas trop bien. Même si John Cena fait plutôt des bons films, donc paradoxalement. Notamment la série Peacemaker dont tu parlais tout à l'heure. Oui. Et d'ailleurs, voilà, je vais le dire ici, le 7 décembre sur Netflix, alors je sais pas, est-ce que ça va être bien, est-ce que ça va être nul, j'en sais rien, mais il y a un thriller qui sort qui s'appelle Naga, où apparemment l'héroïne est poursuivie par un chameau. C'est toi qui l'as mis dans la liste et ça a l'air absolument incroyable et je pense que effectivement on le fera. Bon, régulièrement, et puis de toute façon même sur YouTube, n'hésitez pas à mettre la cloche, même si vous regardez pas la vidéo, au moins vous savez ce qui sort, quoi. Ça peut être pratique, quoi. Donc voilà, merci à tous ceux qui étaient là et puis
On vous dit à la prochaine. Donc la prochaine, c'est dimanche, normalement dimanche soir. Je remettrai des messages sur les réseaux sociaux. Eh bien, bonne soirée. Bye bye! Bye bye à tous!